Merci à vous, merci à tous. Alors, j'ai vraiment l'honneur de présenter ce travail qui a été mené. Je ne dirais pas que j'ai piloté, j'ai accompagné parce que c'est réellement le travail du GRAPS dont de nombreuses personnes sont ici présentes. Et je vais vous présenter un peu le processus qui a eu lieu au cours de cette année parce qu'on va parler maintenant de recherche participative. Alors, toute la recherche médicale, et en particulier dans le domaine du neurodéveloppement, va toujours bien sûr dire qu'elle va répondre aux besoins des personnes concernées. Si on écrit un grant, par exemple, c'est absolument indispensable de faire ça. Mais souvent, ça ne va pas assez loin. Quand on parle de recherche participative, on parle d'autre chose. Ça veut dire on redonne un rôle très important aux participants en recherche. Et là, je parle vraiment d'une manière générale. L'objectif est donc non seulement de développer de nouvelles connaissances, mais aussi d'apporter un bénéfice direct aux participants. Et les participants ne se limitent pas à leur rôle de sujet de recherche, mais ils sont des véritables partenaires de recherche. La méthodologie qu'on peut mener dans ce champ, ce sont souvent des approches qualitatives qui sont les plus fréquentes. Et dans la majorité des cas, ce sont des entretiens ou des focus groups, comme on dit en anglais, qui sont menés. Et peut-être la méthodologie générale que vous connaissez le plus, c'est la recherche-action, ou en anglais, on dirait plutôt Participatory Action Research, PAR, que je vais vous présenter dans un instant. Et c'était depuis plus longtemps utilisé dans d'autres champs, mais en neurosciences, c'est de plus en plus utilisé, tout d'abord dans les pays anglophones, mais aussi maintenant en France. Alors, quel est le principe? C'est à la fois au niveau de la participation, même à la création des études, d'intégrer le plus possible la communauté, comme on dit, c'est-à-dire les usagers, les associations, les familles, à chaque étape de la recherche. Après, d'amener à un recueil d'informations qui est systématique, et on veut maximiser la validité, c'est-à-dire de vraiment mesurer ce qu'on est censé de mesurer. On va s'en assurer auprès justement des personnes concernées. Et ça doit amener dans l'idéal à une action qui augmente donc des connaissances et des compétences et qui crée des partenariats et qui, à partir des résultats de la recherche, va améliorer concrètement les conditions de vie des personnes. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, ce sont des principes de cette PAR ou de ces recherches d'action. Alors, il faut que ce soit un processus idéalement démocratique et équitable. Il s'agit d'un partage et d'un co-apprentissage entre chercheurs et entre justement usagers, familles, associations. On doit être dans le respect des connaissances, des expériences et des perspectives des individus, dans une confiance mutuelle. Et c'est plus joli en anglais qu'en français. On doit être d'accord d'être en désaccord. Donc, on doit agree to disagree. Et ça, c'est vraiment une culture qu'on doit cultiver. Ça prend un peu de temps, mais c'est très important et c'était particulièrement, je pense, intéressant aussi au cours de cette année. Alors, concernant la participation, plein de choses sont possibles. Donc, on peut intégrer justement les participants et ça peut être une recherche émanant des participants à chaque moment. Et on peut parler de recherche-action, de recherche participative avec une participation à minima qui est quasiment toujours présente aujourd'hui, c'est-à-dire il y a au moins un conseil d'usagers. Mais ça peut aller jusqu'à une participation maximale où là, ce sont donc les participants qui contrôlent finalement le groupe de chercheurs qui est quasiment embauché pour mener la recherche. Souvent, on reste dans un intermédiaire. Donc, ce qu'on voit le plus souvent en France comme ailleurs, ce sont des consultants, des comités de surveillance ou des participations aux réunions de recherche. Mais le GIS Autisme a souhaité vraiment de pousser cet objectif un peu plus loin et a donc contribué à la mise en place du GRAPS. Et pour tous ceux qui ne connaissaient pas cette sigle, ça m'a pris une année pour l'apprendre. Et je ne suis pas sûre que les membres du GRAPS le savent. Il faudrait faire un sondage. Mais le GRAPS, c'est pour Groupe de réflexion des associations de personnes concernées pour la science. Et initialement, il y avait 12 membres associatifs. Vous les voyez ici, l'UNAPI, l'Autisme France, Collectif DI, Sésame Autisme, Hyper Super TDAH, la Fédération française d'EDIS, les FAP Épilepsie, Andy Voice, Autisme sans frontières, nous aussi. Agir et vivre l'autisme et l'AFA. Et sur cette diapositive ne figure pas le pari qui s'est ajouté par la suite avec Natacha Été, et on va en parler encore tout à l'heure. Alors, l'objectif donc de la création de ce GRAPS en janvier 2020 était de stimuler dans le domaine des troubles du neurodéveloppement la recherche participative et concrètement de faire un lien avec la communauté scientifique au sujet d'une problématique qui impacte la vie des personnes concernées. Et ça devait aboutir, au bout d'une année de travail, à un colloque en 2021 en partenariat entre les professionnels, les chercheurs, les cliniciens, les personnels soignants et les personnes concernées.
Et donc, il y a eu tout un travail entre janvier et, je crois, juin, auquel je n'ai pas participé, justement, du GRAPS et sous guidance de Catherine Barthélémy et de Paul Olivier, pour justement réfléchir à une méthodologie et pour choisir une thématique qui pouvait être fédératrice, sur laquelle on pouvait interpeller une communauté scientifique, proposer des pistes pour des projets de recherche et apporter aussi une visibilité sur une thématique abordée pour amener à un colloque finalement qui devait faire un état des lieux justement sur la question. Et je suis vraiment particulièrement honorée que le sommeil a été choisi comme thème fédératrice, sommeil et rythme circadien qui me tiennent particulièrement à cœur et c'est un de mes axes de recherche principal. Et je sais qu'il y avait beaucoup d'autres thématiques qui avaient été discutées, notamment les troubles alimentaires, les troubles des apprentissages, la question de la frontière entre différents troubles du développement, des diagnostics plus nosographiques par rapport aux dimensions, aux diagnostics fonctionnels, etc. Mais pour cette première année, vous aviez choisi le sommeil. Alors pourquoi le sommeil est fédérateur? Parce que, en fait, non seulement des troubles du neurodéveloppement sont fréquents et on n'a pas besoin de chipoter sur la prévalence parce qu'on a aujourd'hui vu dans toute la journée des prévalences très variables qui étaient annoncées. Ça dépend un peu de ce qui est compris finalement sous ce qu'on regroupe sous troubles du neurodéveloppement. On trouve des chiffres très variables. Mais sur quoi on peut être d'accord, il s'agit d'un groupe de troubles hétérogènes, comme vous le savez. Des aspects dimensionnels, transnosographiques sont très présents. Et parmi les fortes comorbidités se trouvent des troubles du sommeil extrêmement prévalents dans tous les troubles du neurodéveloppement et qui impactent très fortement de nombreux domaines du fonctionnement de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte avec troubles du neurodéveloppement. Donc il y a une multitude d'études qui a montré l'impact à la fois sur la cognition, sur le comportement, sur le bien-être général, mais aussi il y a des études plus récentes que je ne voulais pas tous citer ici, qui se basent sur les cohortes de naissance en population générale, de type en France c'est les cohortes EDEN, la cohorte ELF, mais il y a aussi un regroupement de cohortes européennes dans Life Cycle, où on peut regarder justement le lien entre troubles du sommeil précoce et émergence de symptômes neurodéveloppementaux, et des études très intéressantes qui montrent qu'il y a un lien justement, donc il y a un impact aussi de troubles du sommeil sur la trajectoire développementale, ou on pourrait dire peut-être c'est un biomarqueur précoce de certains types de troubles du neurodéveloppement. Donc c'est vraiment un lien très fort entre sommeil et troubles du neurodéveloppement, et c'est un impact énorme non seulement sur l'enfant mais aussi sur la famille, et c'est pourquoi quand on mène justement des groupes de type focus group, et ça a été mené ici en Angleterre par McConney et collègues, et on demande les parents finalement, ici c'était pour les enfants avec autisme, quelle est leur priorité pour la recherche dans le domaine de l'autisme. Il cite très fréquemment, comme vous le voyez ici, des troubles du sommeil de l'enfant comme une priorité pour la recherche, mais aussi peu suivi après par leur propre dette de sommeil finalement, qui les empêche de faire face la journée. Donc il y a plus de problèmes de couple, plus de problèmes au travail, plus de mères qui restent à la maison s'il y a un enfant qui a non seulement un trouble de neurodéveloppement, mais aussi des troubles du sommeil. Donc pour toutes ces raisons, on a commencé à travailler sur ce thème-là. Alors, quelle était la méthode de travail du GRAPS? Et je l'ai fait de manière très illustrée. Donc vous voyez ici vraiment, je dirais, le noyau dur de tous ceux qui ont travaillé au cours de cette année. Donc la scène El Rajaoui pour nous aussi. Vous voyez Christine Gétin ici présente pour Hyper Super, Nathalie Gros pour la Fédération française des 10, Adeline Lacroix pour Andy Voice, Christian Balloir pour Collectif DI, vous voyez Sophie Biette pour l'UNAPI, Natacha était, excusez-moi, pour Paris. Christine pour Sésame Autisme, Isabelle Roland pour Autisme sans frontières, Vincent Dennery pour Agir et vivre l'autisme, Françoise Thomas Violette pour les FAP épilepsie et Daniel Langlois pour Autisme France. Donc ce noyau dur a finalement réfléchi qui peut être sollicité en termes de chercheurs pour le domaine du sommeil et des troubles du neurodéveloppement. Et donc j'étais ravie qu'ils m'ont contacté et du coup nous avons pu faire le lien entre donc, les usagers, les familles, les associations et une structuration qui existait, c'est le groupement de recherche sommeil
au sein de l'ITMO Neurosciences, et nous avons un groupe de chercheurs particulièrement intéressés par le neurodéveloppement, donc seulement sommeil et neurodéveloppement. Et vous voyez ici Karen Sprut, qui est actuellement à l'INSERM à Lyon, mais qui va prochainement bouger sur Paris. Patricia Franco, que vous connaissez bien, neuropédiatre, spécialiste de sommeil à Lyon. Erwan Blanchard, qui est à Amiens, dans une unité de recherche Péritox. Stéphanie Mazza, psychologue à Lyon, très spécialisée sur le lien sommeil et éducation nationale. Stéphanie Biolac, qui est PUPH en pédopsychiatrie, qui était à Bordeaux, qui est maintenant à Grenoble. Michel de Sandreux à Paris. Aïsa Parenti à Lille, et Sabine Plancolène, qui est épidémiologiste très spécialisée dans le sommeil, qui travaille sur les grandes cohortes nationales et européennes dans le domaine du sommeil et neurodéveloppement. Mais après discussion, première réunion, il a été décidé d'associer d'autres chercheurs, et notamment Jean-Louis Mandel, parce que vous avez plusieurs fois entendu parler aujourd'hui de la cohorte GENIDA. Il a créé donc une base de données pour les personnes avec mutations génétiques diagnostiquées, où ces personnes peuvent répondre à des questionnaires validés sur différents domaines de vie, mais aussi il y a une partie des questions ouvertes, et vous avez tout à l'heure vu dans la présentation d'Amélie Piton qu'à ce moment-là, on peut faire des nouvelles découvertes, justement. Elle a montré des mots en plusieurs épaisseurs, donc c'est une mesure de finalement ce que les familles spontanément déclarent étant le problème principal pour eux, et ce sont des choses qu'on ne peut pas repérer si on ne met que des questionnaires validés où il faut cocher des cases. Donc il faut associer composantes quantitatives et qualitatives dans ce type de recherche, et Jean-Louis Mandel a vraiment fait un gros travail, et on s'est basé sur ses connaissances et son expertise dans ce domaine. On a aussi associé Ghislaine Dehaene, qui est chercheuse sur le développement de l'enfant, du jeune enfant, qui travaille à Paris, donc à Neurospin, et Mohamed Jaber pour tout ce qui est modèle animal, qui est lui à Poitiers et qui nous a rejoint sur la dernière partie des travaux. Alors, une fois que ce grand groupe a été créé, on s'est réparti dans les focus groups, dans les sous-thèmes. Donc, en fait, pour vous montrer quand même que c'était vraiment un travail dur et mené sur des mois avec beaucoup de réunions. Donc, il y a un groupe qui s'est consacré au problème, pour décrire le problème sommeil et troubles du neurodéveloppement, donc avec la CNRA Joaoui, Françoise Vialette, Sabine Plancolène et Patricia Franco. Un groupe qui s'est plutôt intéressé à la physiopathologie, aux mécanismes, donc avec Christine Gétin, Christine Ménien, Adeline Lacroix, Karen Sprut, Erwan Blanchard et Michel de Sandreux. Un groupe sur le demande et solutions, donc Natacha Été, Nathalie Gros, Isabelle Roland, plus tard Stéphanie Mazza et Stéphanie Biolac. Et finalement, sur les enjeux et perspectives, un groupe un peu plus grand, donc avec Sophie Biette, Vincent Denery, Christian Balloir, Jean-Louis Mandel, Ghislaine Dehaene, Daniel Langlois et moi-même. Et donc, ces groupes ont travaillé donc, individuellement, et on s'est régulièrement réunis pour faire part un peu de nos avancées. Un des enjeux quand on travaille en recherche participative, c'est la question de la représentativité, parce que certes, il y a des associations de familles, après on sait aussi qu'il n'y a pas tout le monde qui est organisé dans une association, et vous représentez une bonne partie, mais peut-être pas toutes les personnes non plus concernées. Donc c'était important aussi de retourner un peu à la base, et donc en parallèle, via les réseaux, on a sollicité des témoignages donc des familles, des personnes concernées, mais aussi du personnel qui travaillait dans les établissements médico-sociaux, etc. Et c'est un travail vraiment très approfondi qui a été mené de très bonne qualité, mené par la société Ataouk, Jean-François Desmarchelier et Lise Cellier-Olzem, que je remercie vraiment particulièrement, et de nombreux témoignages extrêmement bien filmés, et je ne peux que vous conseiller de revoir ces témoignages sur le site de l'ITMO Neurosciences, qui est donc en libre accès et en replay disponible. C'est extrêmement intéressant, extrêmement riche ce qui a été rapporté.
Alors, vous voyez du coup qu'on a pu organiser ce colloque, malheureusement pas en présentiel comme c'était prévu sur Paris, c'était entièrement en virtuel, mais c'était un programme, comme vous voyez là, extrêmement riche, un peu comme aujourd'hui, où on a présenté ces différents groupes de travail en alternant les témoignages, les travaux qui ont été menés, des tables rondes, et nous avons invité justement d'autres personnes, comme Pierre qui était présent au début de la journée, comme Samuel Cortez qui nous a rejoints, entre autres. Et je ne vais, pour raison de temps, parce qu'on essaye un peu de rattraper le temps, pas vous montrer je ne vais pas montrer des exemples, des témoignages, mais vraiment aller sur le site et regarder. C'est vraiment un travail approfondi qui a été mené. Alors, quel est maintenant le bilan? Alors moi, je le dis avec mes mots et je laisse compléter après mes collègues. Le bilan global était très positif. Il y a certainement eu une phase d'apprivoisement, comme il fallait l'avoir, entre des chercheurs, et certains chercheurs surtout qui étaient en fondamental, et justement des personnes concernées, des associations. Mais ça a donné vraiment des discussions très riches, très intéressantes autour de cette thématique fédératrice qui était le sommeil. Et on a pu faire dans cette journée vraiment, je pense, un état des lieux d'avancée scientifique, mais aussi de besoins des personnes dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qui en est sorti? Alors, une diapositive, c'est pas du tout assez pour dire quelles étaient vraiment les attentes des personnes concernées qui en sont ressorties. Globalement, ce qu'on a entendu, et vous l'auriez entendu dans le témoignage, c'est que le besoin à la fois qu'il y a des liens complexes qui peuvent être caractérisés, doivent être caractérisés davantage entre sommeil et alimentation, et ça c'est beaucoup sorti. Et si on regarde dans la littérature, c'est vraiment un champ dans lequel il n'y a pas tant de publications que ça, donc c'est clairement sous-étudié, donc c'est vraiment intéressant que c'est venu à la surface. Sommeil et apprentissage, il y a déjà pas mal de choses, mais moins dans le domaine des troubles du neurodéveloppement. Et c'était tellement évident que finalement, le prochain cycle du GRAPS va concerner donc troubles du neurodéveloppement et apprentissage. Donc, on va faire des ponts intéressants. Sommeil et comportement, bon, c'est évident. Et sommeil et sensorialité, donc là aussi, excusez-moi, beaucoup de réflexions ont été menées. Et de voir un peu, la question était toujours comment on peut mener une recherche à grande échelle et pour que ça soit quand même pertinent à l'échelle individuelle et tenir compte finalement des besoins de chacun. Et donc, en même temps, c'était aussi la demande, deuxièmement, d'avoir un accès fiable et sécurisé aux connaissances éclairées par la science. Et on a parlé tout à l'heure déjà, quand on a parlé de Open Science. Alors, qu'est-ce qui va du coup? Donc, la participation, ça a été le cas, je pense, à cette première étape. Maintenant, il faut le traduire en recherche et en action. Et donc, quelles sont finalement les perspectives en recherche participative? J'ai moins de diapositives à ce niveau-là, mais je peux vous donner deux grands exemples. Alors, premier exemple, un lien qui était survenu, qui était discuté, c'était le lien entre sommeil et développement sensorimoteur. Et d'ailleurs, on avait une présentation l'après-midi qui concerne ce thème avec Mohamed Jaber notamment. Et donc, j'ai le plaisir, c'est un peu un scoop de la journée, de vous annoncer qu'on va pouvoir mener un work package sur le domaine donc sommeil et développement sensorimoteur qui sera greffé sur la nouvelle cohorte donc à haut risque d'enfants à haut risque, troubles du spectre de l'autisme et troubles du neurodéveloppement. Donc c'est un work package neurophysiologique où on va chercher des marqueurs neurophysiologiques précoces, que ce soit du sommeil, des potentiels évoqués, de l'analyse du mouvement ou de la voix. Et c'est un projet qui sera, je ne sais pas où elle est, voilà, qui sera coordonné par Frédéric Bonnet-Brio et aussi Marie Gaumont, Marianne Latinus, donc de Exact et avec le Centre d'excellence de Strassen. Donc on va coordonner ce work package. Donc ça c'est une première axe qui va en sortir, donc financement ANR. Et deuxièmement, et ça c'est un projet à mener sur l'année à venir, nous souhaitons donc soumettre une action Marie Sklodowska-Curie dans le domaine des réseaux doctoraux.
Pourquoi les réseaux doctoraux? Parce que ça permet de financer au moins une dizaine, ça dépend comment c'est monté, une dizaine de chercheurs, une dizaine de thésards dans le domaine du sommeil et du neurodéveloppement en Europe, possiblement avec des doubles diplômes, en lien avec des usagers qui feront donc constamment le pont finalement entre usagers, les besoins des usagers et la recherche. Et ça permet donc de créer un vivier, en quelque sorte, une culture européenne dans ce domaine où les besoins des personnes seront intégrés. Alors, comment on peut s'imaginer une recherche participative avec bénéfice direct aux personnes dans ce domaine sommeil et troubles du neurodéveloppement en Europe? On peut faire d'une caractérisation du sommeil et des troubles du sommeil via des outils connectés, que ce soit des smartphones, que ce soit des actimètres, ou aujourd'hui existe des électrodes EEG assez légers qui permettent de faire la polysomnographie, donc les enregistrements de sommeil en conditions écologiques à domicile. De faire ça en lien, de faire le lien entre cette caractérisation du sommeil et des rythmes et des domaines dont les personnes concernées disent que c'est important. On a entendu alimentation, comportement, cognition, etc. Et chaque fois en utilisant à la fois des mesures subjectives, quantitatives, qualitatives et objectives et intégrer les deux. Ce qui est dans le domaine de sommeil tout à fait faisable, et ça on a décrit lors du colloque, c'est du coup que basé sur ces données recueillies individuellement, de faire directement un output aux patients avec des recommandations, donc psychoéducation et des recommandations de thérapie. Donc il y a un bénéfice direct, mais ça va en même temps alimenter des bases de données et qui peuvent donc être associées à des recherches en cours dans différents pays européens dans le domaine des troubles du neurodéveloppement. Et nous avons donc identifié des groupes de chercheurs intéressés par ce projet, dont Samuele Cortese que vous avez vu, et d'autres groupes en Suisse, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Donc voilà, donc on a du temps parce qu'on va aussi contacter les associations. Donc c'est pour novembre 2022, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas c'est un projet qu'on se réjouira de mener et qui s'appellera a priori Sleep for Neurodevelopment. En tout cas c'est le titre pour l'instant. Voilà, donc on espère comme ça que de mener vraiment tout au bout finalement cette recherche participative qui est initiée. Mais en tout cas pour moi personnellement, je remercie de m'avoir fait confiance, d'avoir être le conseil scientifique si vous voulez, ou l'accompagnateur principal de ce cycle de travail. C'était vraiment une très riche expérience pour moi. Voilà, merci beaucoup.